Tu m'as tout de suite plu quand j'ai vu ton profil sur Bumble. Moi aussi. Et j'ai senti que le feeling allait passer direct. J'avais l'impression que tu mettais 3 heures à répondre pourtant. Mais je faisais pas exprès, j'étais occupée. Mais on a quand même bien fini par discuter. Et je me disais, ah bah enfin! T'envoyais des pavés en plus. J'avais envie de papoter. Puis j'aime bien le fait que ce soit les femmes qui fassent le premier pas, ça change. Moi aussi j'aime bien. Du coup, c'est moi qui décide quel ton va prendre la discussion. T'as pensé quoi quand on s'est vu en vrai pour la première fois? Que t'avais la même tête que sur les photos, que t'étais plus grande aussi. Puis t'avais l'air plus sympa en vrai, plus chaleureuse. J'avais trop peur que tu me reconnaisses pas. Moi aussi. Mais j'étais sûr que ça allait bien se passer en vrai, ça se sentait sur ton profil. Les centres d'intérêt et tout. On avait trop de points communs en vrai. Franchement, j'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un qui me ressemble autant. Moi non plus. C'est Kenza de Louis. Et j'ai rencontré Maxime sur Bumble, l'appli où les femmes font le premier pas. On vous en dit un peu plus à la fin de cet épisode. Bonne écoute. Louis. Jour 1er. Il y a le baiser à la française, à pleine bouche. Le baiser à la russe, lèvres closes. Le bisou esquimau, nez contre nez. Et puis les bécos des bancs publics, la galoche hollywoodienne, le smack adolescent. Des baisers pour toi, pour moi. Il y en a autant qu'il y a des mois. C'est qu'on donne beaucoup de soi quand on donne un baiser. À commencer par 80 millions de bactéries, selon des chercheurs néerlandais. Tous les sentiments puisent leur absolu dans la misère des glandes, écrivait le philosophe Sioran. Voilà l'éternel dilemme du baiser, entre nature et culture, corps et esprit. Et au milieu, ce moment suspendu. Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne d'Irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine la maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyse scientifique. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui. Ici, pas de fiction, mais de vraies histoires d'amour et les explications de scientifiques qui nous éclairent. Dans cet épisode, des baisers à bouche que veux-tu et comment la chimie peut parler d'amour. Je vais le dire à plusieurs amis et en fait les réactions sont pas celles que j'attendais, c'est-à-dire que la plupart des gens me disent mais c'est incroyable, c'est génial, c'est tellement fou, c'est trop drôle que t'en sois là maintenant, après toute façon c'est très drôle, voilà. Et donc c'est un peu l'histoire des femmes qui se sont révoltées contre l'homme qui les a fait souffrir, donc et qui finalement ont une victoire improbable. On est en 2016, je suis à Metz, je travaille pour un lieu d'art contemporain très beau, mais je m'ennuie un peu, je fais un métier qui me plaît pas forcément, un peu différent de ce que j'ai fait avant. Et je reçois un appel d'un ancien travail où j'avais fait un service civique d'un lieu que j'adore, près de Paris, qui me propose de revenir travailler là-bas en CDI pour un poste qui me fait extrêmement envie. Donc je me souviens très bien, je regarde par la fenêtre et je me dis ça va être le début d'une nouvelle vie. Et donc on me propose d'embaucher directement fin juin. Et j'arrive, c'est un lieu qui est magnifique parce que c'est un lieu complètement ouvert avec un énorme jardin, avec plusieurs choses, un cinéma, un théâtre. Et il me voit arriver et tout le monde se lève et dit bienvenue de retour à la maison, bienvenue. Et donc c'est hyper agréable comme arrivée. Alors il y a des gens que je connais et il y a des gens que je ne connais pas, notamment Romain qui lui est arrivé au moment où moi je suis partie pour Reims. Alors au début je suis un peu surprise par cette personne que je trouve assez particulière. Je me souviens notamment qu'il était en train de faire tourner dans sa main un chapelet et en plastique en plus, donc pas du tout un beau chapelet. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait avec un chapelet en plastique fluorescent dans la nuit, voilà. Et
Et puis, il a une dégaine particulière avec ses cheveux longs. En fait, il m'intrigue un peu. Et on se retrouve très souvent avec Romain et son collègue Nicolas. On s'appelle nous-mêmes le Triumvirat. Tous les midis, on mange ensemble. On se retrouve aussi le soir pour manger des glaces, rester même après le travail. Et donc, la relation change énormément entre moi et Romain, puisque au fur et à mesure, on rit énormément. Alors, toujours tous les trois. Mais plus particulièrement, lui, je le trouve extrêmement fin et extrêmement drôle. Et je sens qu'il aime me faire rire. Je sens que c'est quelque chose qu'il recherche, qu'il va chercher à provoquer. Et moi, c'est vrai que c'est toujours quelque chose que j'apprécie chez les personnes en général, des gens qui ont beaucoup d'humour. Et petit à petit, je commence par devenir un peu... à rechercher en tout cas ces moments avec eux trois, puis après avec lui, Romain tout seul, puisqu'il se trouve que moi je dois faire des interventions dans le cinéma pour promouvoir l'exposition en cours. Et donc à chaque fois je monte dans cette cabine de projection, je lui demande le micro et je me rends compte qu'au fur et à mesure où on fait ça, nos sessions de rencontre pour cet échange de micro deviennent de plus en plus longues. Ça passe de 2 secondes à 30 minutes et puis finalement je viens 1 heure avant et on discute de sport, on discute de cinéma, on discute d'art, on discute vraiment énormément de choses, de psychanalyse aussi. Et en fait je le trouve assez intéressant parce qu'il a un point de vue très singulier et très différent de ceux que peuvent avoir les gens et mes amis en général. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'ouvre des horizons, qui me fait découvrir de nouvelles choses. Dans le fait que l'on soit attiré par une personne, Marcel Ibert, il peut y avoir une multitude de facteurs. professeur de chimie thérapeutique. Quelques-uns ont été caractérisés par les scientifiques. Alors, il y a des choses qui sont communes à toute l'espèce humaine, et puis il y a des choses qui sont spécifiques à chacun d'entre nous en fonction des expériences que l'on a vécues et mémorisées de manière généralement inconsciente. Qu'est-ce qui est connu des mécanismes moléculaires de l'amour ? Il y a des raccourcis extrêmement abusifs un petit peu partout dans la presse, dans la littérature. On va mettre en avant l'ocytocine, hormone de l'amour. En fait, c'est infiniment plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir déjà un potentiel génétique, un patrimoine génétique qui va nous prédisposer à tel ou tel type de comportement, tel ou tel type d'action. Et là-dessus, surtout, vient se greffer toute notre histoire, notre environnement, notre culture, notre éducation. Et tout ça va former un mélange extraordinairement complexe au sein de notre individu. Ce qui fait que lorsqu'on va développer un sentiment d'amitié ou un sentiment d'amour passionnel, eh bien, une foule de mécanismes moléculaires, un nombre incommensurable de mécanismes moléculaires très complexes vont se mettre en route. Maintenant, on aime bien mettre en exergue l'une ou l'autre hormone. Et bien clairement, dans l'attachement, ce sera l'ocytocine qui va venir consolider, créer cet attachement et le rendre très très fort. Au niveau du désir, eh bien le désir vient d'un manque. Et ce manque, eh bien, il est essentiellement sous contrôle de la dopamine, si on doit mettre une hormone derrière. Autre point, c'est la focalisation. C'est-à-dire que l'ocytocine va nous amener à nous focaliser sur une personne. Là, on voit très bien, cette femme fréquente beaucoup de personnes intéressantes et certainement charmantes. Et puis là, elle va se mettre d'un seul coup à se focaliser sur Romain. Et ça, c'est l'ocytocine qui va induire ça, entre autres, bien sûr, mais elle veut jouer un rôle important pour que toute l'attention, toute l'énergie soit focalisée sur la personne qui nous séduit ou que l'on va vouloir séduire. Un jour, il va se passer un truc qui va un peu tout bouleverser. C'est que comme d'habitude, je regarde à quel moment je peux aller faire une annonce au cinéma. Je monte les marches. Je retrouve Romain. On parle pendant assez longtemps. On rigole énormément, toujours. Et il se tourne vers moi. Il me regarde dans les yeux. Il me dit « Non, mais là, va-t'en où je t'embrasse ».
Je suis complètement figée, je deviens extrêmement rouge, je me lève, mais je m'en vais. Et je m'en vais en courant, je dévale les marches et arrivé au bas des marches, je regarde les marches à nouveau et je me dis est-ce que je les remonte ou pas. Je suis assez fébrile, je me souviens vraiment être toute rouge, être vraiment tremblante. Et je ne remonte pas, mais à ce moment-là, je lui envoie un message tu m'as troublée. Et il me répond directement pas assez pour que tu restes quelques instants de plus. En fait, ce roman, je l'avais jamais envisagé quelque chose puisque il est avec femme et 2 enfants. Je me suis jamais visualisée dans celle qui pouvait être une briseuse de mariage, briseuse de famille, pas du tout. Mais on finit par s'envoyer des messages. D'ailleurs, c'est lui qui craque le premier en m'envoyant un message. Évidemment, je suis très contente quand je le reçois. Et on finit par s'envoyer énormément de messages. Et au moment où on se retrouve, j'attends impatiemment le moment où je vais monter dans la cabine. Je monte dans la cabine et là, il ne se passe rien. Donc j'attends. Je me dis, il y a bien un moment où il va me reproposer, où il va m'embrasser. Alors moi, je suis complètement dans l'attente. Pour le coup, je mets de côté tout ce que je devrais pas mettre de côté, mais je le mets de côté et je me dis que j'ai pour objectif qu'il se passe quelque chose et qu'il m'embrasse. Donc il ne m'embrasse pas et à la fin, je me lève et là, c'est moi qui vais l'embrasser. Et il me dit non, on devrait juste se prendre dans les bras. Et je lui dis non. Et là, on s'embrasse. Et puis, on descend les marches ensemble et on se réembrasse sur les marches. Et on part. Et là, il me dit merci pour ça. C'était la plus belle chose de ma journée. Ah bah moi, je suis extrêmement heureuse. Je suis toute excitée, toute contente. Voilà, comme on peut ressentir les papillons dans le ventre du début, quoi. On se voit beaucoup, on s'écrit énormément, de plus en plus, tard le soir, tôt le matin. On est tous les deux dans cette phase, je pense, de passion amoureuse du début. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir très mal au ventre, on va tous les deux perdre des kilos. Je sais qu'on se le dit, on se dit combien de kilos on a perdu parce qu'on n'arrive pas à manger tellement on a hâte de se revoir. On est très fusionnel par message et quand on se voit, on a du mal à s'empêcher de faire des choses. Donc on se prend dans les bras, on s'embrasse. Romain va me dire à un moment, il faut que ça s'arrête là maintenant là, parce que là, moi c'est des sentiments, c'est pas juste un coup de chaud. On se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ce désir là. Qu'est-ce qu'on fait de ces sentiments qu'on ressent l'un pour l'autre et on ne trouve pas de réponse. Il y a une étude qui montre que le baiser est source d'une explosion d'ocytocine et donc cause d'un attachement très très fort. Comment faire la différence entre simple désir et puis réellement un sentiment amoureux? Eh bien, c'est assez compliqué en fait. Dans le désir, l'impulsion sexuelle, l'ocytocine est assez mineure. On est essentiellement dans la testostérone chez le mâle et d'autres hormones de ce type-là. Mais l'ocytocine est absente. L'ocytocine apparaît justement au moment de l'attachement et au moment du sentiment. Donc ils ont évolué progressivement du sentiment, un sentiment d'amitié, de complicité extrêmement fort, d'empathie, de sympathie, à du désir. Ils ont rajouté une composante désir à la composante sentiment. Je pense toujours à comment lui faire telle surprise, lui écrire ça, lui raconter les moindres détails de ma journée. J'ai toujours envie de partager tout avec lui. Et puis vu qu'il a un emploi du temps compliqué et qu'il a évidemment une vie de famille, on a beaucoup de mal à se voir, donc on se voit juste au travail, mais parfois il arrive que nos horaires ne coïncident pas complètement. Donc j'essaye de trouver toutes les stratagèmes pour venir plus tôt, finir plus tard, pour pouvoir le croiser. Et oui, c'est une véritable obsession. Disons les 4-5 premiers mois, c'est vraiment toute la phase up, la folie, le feu, voilà, on est tous les deux en train de brûler, d'être vraiment très heureux, très content. Et en fait, très vite va arriver la phase qui restera finalement peut-être la plus longue, qui est celle de la souffrance et de l'impossibilité et du constat que cette relation ne mène nulle part en fait. Très vite, je me rends compte que je souffre de ne pas pouvoir l'avoir pour moi. Et lui, très vite, souffre parce qu'il a l'impression de faire souffrir
sa compagne, et aussi de voir, il n'envisage absolument pas, ça il me l'a dit bien sûr, de quitter femme et enfant, ce que je comprends aussi, mais qui du coup est très douloureux. Et je sais qu'une fois, il m'envoie un message en me disant non mais là voilà, j'ai une femme que j'aime, j'ai des enfants que j'aime, je t'aime, mais je vais pas tout foutre en l'air pour de l'amour en fait. L'amour est pas suffisant pour briser ce qu'on construit. Et j'ai trouvé ce texto tellement juste, mais il m'a fait tellement mal que j'ai ressenti une rage énorme envers lui. Et plusieurs fois, on a envie de tout arrêter. Plusieurs fois, on arrête et on reprend. On reprend quelques jours ou quelques semaines plus tard. On arrive à faire des pauses pendant les vacances, par exemple. Et puis après, on se retrouve. C'est plus fort que nous, en fait. C'est un peu quelque chose qui nous dépasse, mais qui en même temps nous fait terriblement souffrir. Et là, on arrive vraiment... oui, je dirais que la souffrance et la violence prend le pas. La relation avec Romain dure 2 ans. Les derniers mois de cette 2e année sont littéralement insupportables. Ce qui était léger, joyeux, beau et me donnait énormément d'énergie finit par me vider. Je me sens complètement dépérir, délaissée, abandonnée. J'ai l'impression que ça va vraiment nulle part. Et d'autant que pour essayer de passer à autre chose, lui me bloque régulièrement sur WhatsApp. Enfin, je peux plus lui envoyer de messages. Et ces moments-là sont les pires parce que j'imagine toujours que lui, il est bien tranquillement avec sa femme et que moi, je suis en train de souffrir toute seule. Et c'est marrant, mais je développe... Alors, je sais qu'il souffre aussi, mais je pense que c'est un mécanisme de défense. Je développe énormément de haine, énormément de rancœur, énormément de colère envers lui. Parce que je trouve ça horrible de me bloquer, alors qu'après, m'avoir complètement... séduite, fait tomber sous son charme, et même si je ne doute pas que c'est pour lui qu'il le fait, je suis quand même en colère. L'ocytocine notamment, mais surtout à travers son action sur la dopamine, va agir comme une drogue, comme si vous étiez shooté à la cocaïne, à la morphine. Et donc, au début, vous avez bien évidemment tout le plaisir, il y a énormément de plaisir associé à cette prise de drogue, à cette relation, un plaisir immense. Mais du coup, lorsque la relation s'interrompt, eh bien, vous avez une réaction de sevrage, de manque, qui est douloureuse. Et cette douleur est à la hauteur du plaisir que vous aviez auparavant. Et d'ailleurs, c'était même le point de départ à mes recherches sur l'amour. C'est en écoutant un médecin décrire les symptômes d'un manque, d'un drogué à la morphine. Et lorsqu'elle décrivait tous ces symptômes, donc de sevrage, de manque, j'avais l'impression qu'elle me parlait d'un chagrin d'amour. Donc voilà, aller dans cette période, où ils sont dans cette période, entre désir de vivre leur passion et puis culpabilité par rapport à leur environnement. Donc ils ont encore ce petit éclair de lucidité, même si l'ocytocine ne les aide pas pour ça. L'ocytocine a tendance à jeter un voile sur le reste du monde et à vous aider à vous focaliser sur votre amour. En l'occurrence là, ils ont encore ce petit éclair de lucidité par rapport au mal qu'ils pourraient faire, donc ça c'est par rapport aux autres, mais eux-mêmes ressentent une douleur, et cette douleur est liée au manque. Donc l'amour est une drogue, et le chagrin d'amour est l'expression d'un manque extrêmement douloureux. On décide d'arrêter, je souffre évidemment énormément, et on décide de se donner rendez-vous dans un restaurant pour se dire au revoir. Et on se donne rendez-vous dans ce restaurant, donc après 2 ans de relation. Et là, quelques heures après, il m'appelle et il me dit elle est au courant. Et il me dit que une des amies de sa femme lui a dit qu'elle l'avait vu lui avec une fille dans un restaurant ce midi. Donc on discute, il m'explique qu'il lui a tout dit, sauf la durée. Au fond de moi, il y a un espoir immense qui naît. Je peux pas m'empêcher de me dire que peut-être je vais pouvoir toucher du doigt ce que j'ai toujours voulu. Et au réveil, j'allume mon téléphone et je vois un message sur Messenger. Vous avez brisé une famille. J'espère que ça ne t'arrivera jamais quand tu seras maman.
Et c'était un message de sa femme. Dès que je le vois, je réponds quasi instantanément, mais Romain est un adulte, un père et un mari responsable, et je ne te dois rien, je ne te connais pas. Ce à quoi elle me répond presque aussi instantanément, je comprends, je pense que tu as raison et que tu y es pour rien, je te demande pardon. Je lui réponds non, mais ne t'excuse pas non plus, et voilà, et bref, s'enchaîne une discussion complètement improbable entre elle et moi. Ça nous fait énormément de bien de parler toutes les deux, parce qu'au final, on se rend compte qu'on est quand même toutes les deux victimes un peu aussi dans cette histoire. Et du coup, j'écoute beaucoup ce qu'elle me dit, j'essaye de la rassurer. Et là, elle me demande, mais ça fait combien de temps ? Et là, je lui dis, mais c'est pas du tout à moi de te le dire, demande-lui. Et là, j'envoie parallèlement un message à Romain en lui disant, dis-lui combien de temps ça fait. Il l'avoue. Et il lui dit, et elle me dit, non, mais je peux pas pardonner ça. Je lui dis, bah, ça, c'est toi qui vois. Je me dis, je peux pas pardonner ça. Et moi, je la comprends. Bref, on s'écoute mutuellement dans une manière assez respectueuse, finalement. Donc oui, Romain sait qu'on discute toutes les deux. Ça le met extrêmement mal à l'aise. Il se sent extrêmement mal. Et il va commencer à jouer un peu sur les deux tableaux. Et là, on commence à voir qu'il nous dit des choses relativement contradictoires. J'ai envie d'être avec toi. Non, en fait, j'ai envie d'être avec toi. J'ai envie d'être avec toi. Et donc, on finit, au bout de quelques semaines, par se dire qu'on va être fortes toutes les deux et qu'on va toutes les deux le quitter. On se rencontre. Alors, cette première rencontre, évidemment, tout d'un film. J'avais l'impression d'être dans une comédie, une comédie ou un soap à l'américaine. Je vais la voir et je fais attention à être extrêmement jolie et bien maquillée parce que je suis quand même l'autre femme avec laquelle son mari l'a trompée et je sais qu'elle va forcément me juger physiquement et que je vais faire de même. Ce qui est assez fou, c'est quand on se rend compte qu'on a le même âge. On a certains points communs, pas tous, mais on a certains points communs. Et cette première rencontre se passe assez bien, on rigole beaucoup et en fait on en ressort très pleine de force. On se dit mais en fait ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors je pense qu'on est aussi à ce moment-là deux femmes très blessées et qu'en fait la force de la sororité, la force de deux femmes qui ont souffert, c'est de pouvoir se soutenir l'une l'autre et que je pense que ça déplace pas mal de montagnes aussi, de pouvoir avoir un soutien comme ça assez fort. Et comme ça se passe bien, on décide de se revoir une autre fois, et puis une autre fois, et puis une autre fois, et on se revoit régulièrement. Et puis l'été commence. Et il se trouve qu'elle bouge pas beaucoup cet été-là, moi non plus. Et donc on décide d'aller faire des activités le soir, d'aller danser sur les quais, de découvrir le rock, de découvrir voilà. Et on passe des très bonnes soirées. On rigole énormément. Et je pense qu'on guérit en fait. Je pense qu'on guérit un peu l'une l'autre. On a la naissance d'une empathie improbable, en fait, comme elle le dit elle-même, et peut-être la naissance d'un sentiment d'appartenance à un groupe, c'est-à-dire le groupe des femmes trompées. Voilà, donc, et l'ocytocine peut jouer un rôle là. C'est-à-dire, l'ocytocine est là pour renforcer le sentiment d'appartenance à un groupe. Alors d'habitude, c'est plutôt un parti politique, un club de supporters de foot, sa famille, et les Bretons ou les Berrichons, voilà. Là, en gros, elles ont l'air de manière assez incroyable de former le petit groupe des femmes trompées par cet individu et qui vient développer une sorte d'empathie, voire peut-être même de l'agressivité par rapport à l'ennemi, et l'ennemi en l'occurrence est l'homme. Alors malheureusement, à ma connaissance, la haine n'a pas été étudiée encore par les sciences dures, par la biologie, par la chimie, simplement parce que pour comprendre ce qui pourrait se passer au niveau moléculaire derrière cette expression, ce sentiment, eh bien il faut passer par des études animales. Et étudier des sentiments chez l'animal, ça reste extraordinairement complexe. On peut étudier l'agressivité, on peut étudier la violence, mais la haine en tant que sentiment, on ne peut pas savoir si un rat a de la haine ou pas. Donc pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'études en sciences dures qui pourraient expliquer en partie ce sentiment de haine. Ce serait mentir de dire que Romain ne me manque pas. J'y pense très souvent et je pense qu'au fond, à travers elle,
J'essaye de m'identifier parfois à Romain, à essayer de voir ce qu'il a ressenti, ce qu'il a construit. J'essaye d'imaginer leur vie. Je sais qu'à un moment, elle m'invite chez eux, quand lui est parti, et que je vis cette découverte de son appartement que j'avais tant fantasmé comme quelque chose d'incroyable. Je regarde chaque détail, je regarde les livres, je regarde les vinyles, je regarde les CD, j'essaye d'imaginer leur vie. Il y a quand même une jalousie qui est en fond. Ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas de jalousie en fond parce que finalement elle a eu la vie que moi j'aurais voulu avoir avec lui. Un soir, on va tester un cours de rock. On sort du cours, on rencontre un mec assez sympa, qui est d'origine espagnole, comme nous, qui sommes toutes les deux espagnoles. Et du coup, c'est assez rigolo, on discute. Puis le mec dit, écoutez, j'habite à 2 minutes. Et puis en fait, je me rends compte qu'il habite juste en face de chez moi. Donc je vais, on est voisins, c'est rigolo, etc. Et puis il dit, écoutez, venez, on peut aller boire un verre et tout. Donc on va boire un verre chez lui. On danse pas mal de la soirée, et puis je sais pas, il y a une alchimie qui se crée, il y a quelque chose qui se passe, et bien on va coucher ensemble tous les 3. C'est une nuit vraiment chouette, évidemment première fois pour elle, pour moi, pour lui, et ça nous plaît énormément tous les 3. Il y avait de l'ordre du trio amoureux que j'avais vécu pendant 2 ans, que je retrouvais là dans ce trio sexuel qui était acté à ce moment-là, en fait, quand on couchait ensemble tous les 3. Je pense qu'au fond, Romain était présent, en fait. On reparle beaucoup de ce qui s'est passé, et puis une autre soirée où voilà, on danse, on va dans un bar, on s'embrasse toutes les deux, et finalement, on rentre chez moi et on recouche ensemble. Et que toutes les deux. C'est super, et c'est assez fou. Toute cette rivalité, on l'a sublimée autrement, en fait. Plus tard, je vais le dire à plusieurs amis, et en fait, les réactions sont pas celles que j'attendais, c'est-à-dire que la plupart des gens me disent « mais c'est incroyable, c'est génial, c'est tellement fou, c'est vraiment l'incarnation de la sororité, c'est trop drôle que t'en sois là maintenant, après toute cette chose, c'est très drôle », voilà, et donc c'est un peu l'histoire des femmes qui se sont révoltées contre l'homme qui les a fait souffrir, donc, et qui finalement ont une victoire improbable finalement en se mettant ensemble. Et puis d'ailleurs à un moment on se dit toutes les deux qu'on est peut-être destinées à finir ensemble et que c'était une manière de se rencontrer. On fait un peu de mystique là-dessus. Il est très probable, des expériences similaires ont été faites, et effectivement, lors de ces rencontres amoureuses, et de ces interactions amoureuses, on se rend compte que les taux d'ocytocine augmentent de manière très très significative chez les 2 partenaires. Alors, est-ce que c'est la conséquence de ce lien qui est en train de se créer ? Est-ce que c'en est la cause ? Ça, on peut en discuter à l'infini, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a une corrélation. J'ai très peur que Romain l'apprenne. J'y pense encore et qu'il jamais mes pensées. Et je pense que, encore une fois, le fait d'avoir couché avec celle avec qui il a couché et eu ses enfants, c'est une manière de l'atteindre aussi. Donc, je suis pas naïve non plus là-dessus. Il est toujours présent dans mes pensées. Il est toujours présent dans les souvenirs, dans les messages qu'on a échangés que j'ai pas effacés, même si je les ai bloqués. Et Romain va me recontacter à un moment où je m'y attends pas du tout. On parle pendant près de 3 heures, je pleure beaucoup. Je pense que finalement, j'avais l'impression de guérir, mais rien n'est vraiment digéré quand on a vécu de telles choses. Il me dit qu'il a envie de me voir. Et moi, je lui dis, mais je veux pas souffrir, en fait. Je veux pas souffrir. Il me fait, mais tu comprends pas que je t'aime, tu comprends pas que c'était dur pour moi. Donc, il s'explique sur tout ce qui s'est passé, sur comment il a agi. Et à 6h30 du matin, il arrive chez moi. Quand il arrive, c'est instantané, c'est-à-dire qu'on se prend dans les bras, on pleure, on s'embrasse, on se dit qu'on s'est terriblement manqué. Je suis très, très touchée de retrouver son odeur, de retrouver tout chez lui. Et je lui dis,
Pendant qu'on couche ensemble, je lui dis ce qui s'est passé avec son ex-femme. Il est un peu choqué, il s'arrête, il me dit mais attends, je comprends pas là vraiment, voilà. Il comprend pas mes explications, et il me dit qu'il est qu'il est un peu en colère, voilà, mais qu'il m'aime quand même. J'ai l'impression d'être un peu emportée par ce truc qui nous a liés pendant 2 ans, un truc un peu incontrôlable d'attirance et de passion entre 2 personnes, et je me laisse aller à ça. Et très vite, on se revoit. Je crois qu'on s'appelle le lendemain, et très vite, j'ai l'impression que cet espoir que j'avais en moi renaît de pouvoir enfin être avec lui et vivre une vraie relation. Maximum 2 jours après, j'en parle directement à son ex-femme. Je lui dis ce qui s'est passé. Et j'avais très très peur, et elle réagit d'une manière très simple et saine, où elle me dit je comprends tout à fait que tu aies besoin de vivre ton histoire. Tu l'as jamais vécu finalement avec lui, donc vas-y. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Je suis super heureuse parce que j'ai tout ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire une vraie relation avec lui, où je suis, c'est moi, sa femme. On vit ensemble, et puis, je pense que le temps nous a donné raison de croire en cette passion. Cet épisode de La maladie d'amour a été tourné et monté par Hélène Carbonel. Jérôme Petit a fait la réalisation, Bénédicte Schmitt le mix, chargé de production, Margot Pinel. Le titre du générique La maladie d'amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca, composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La maladie d'amour est un podcast imaginé par Clémence Madeleine Perdria, coproduit par Louis Média et Jour Premier, tiré de la série originale Irrésistible, disponible dès maintenant en exclusivité sur Disney+. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous parlais tout à l'heure de Bumble, l'appli qui fait évoluer les mentalités sur le dating. D'ailleurs, chez Louis, on est plusieurs à avoir rencontré quelqu'un sur cette appli. Ce qui m'a plu chez Bumble, c'est de pouvoir prendre le contrôle de mon expérience. Je me suis sentie plus en sécurité et plus en confiance pour trouver une personne réellement compatible avec moi et construire la relation qui me convient, avec nos similarités, mais aussi nos différences. Bumble redéfinit les codes du romantisme pour que chacun et chacune puisse trouver une relation saine et équitable. Alors n'attendez plus pour faire le premier pas. À très vite!